Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez apprécié la vision du film. Je remercie celles et ceux qui restent avec nous pour accueillir donc Luca Lowers, qui est le monteur son du film, mais aussi le compositeur. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci. Alors merci Lucas d'être ici avec nous ce soir pour parler un petit peu de votre travail sur le film. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire sur ce cas particulier. Mais avant ça, peut-être que ce serait chouette pour nous d'apprendre à vous connaître un petit peu avant qu'on commence à parler du métier. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un petit peu comment est né votre rapport au cinéma et comment est-ce que ça s'est concrétisé? Quel premier cinéphile avez-vous été avant de vous lancer dans ce métier? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Et bien sûr, merci à Karima qui a réalisé le film et à Julie qui a produit le film. Pour répondre à la question, je pense que je me définirais avant tout, parce que je pense que mon entrée dans le cinéma s'est fait peut-être par le biais de la musique plus que d'abord par le biais du cinéma. En tant que tel, je pense que je suis d'abord quelqu'un qui a été très amoureux de la musique avant de découvrir ce qu'elle pouvait faire, le pouvoir qu'elle pouvait avoir sur un film, sur une œuvre cinématographique, etc. Et parce que c'est, je pense, la musique aussi qui m'a poussé à entamer mes études, notamment à l'INSAS. Donc j'ai fait un passage à l'INSAS en tant qu'ingénieur du son en formation. Mais donc mon parcours, pour faire bref, ça a été, je pense, on va dire en enfance, on avait un piano familial, je m'asseyais beaucoup devant ce piano-là, et puis je jouais beaucoup de musique, et puis on regardait beaucoup de films en famille, et à chaque fois qu'on regardait un film, en fait, j'essayais de retenir la musique, et puis dès que le film était fini, j'allais m'asseoir devant le piano, et puis j'essayais de rejouer ce que j'avais entendu. Et puis aussi de faire des exercices, d'imaginer la musique que j'aurais écrit par rapport à des films que je voyais. Et puis quand s'est posée la question des études, en effet, comme je ne me voyais pas faire des études de musicien parce que c'est une forme de rigueur que je n'étais pas sûr. Et puis bon, on se dit toujours dans les métiers de l'art, est-ce qu'il y a un vrai métier à exercer, etc. Je m'étais dit, à ce moment-là, j'avais fait la rencontre de gens qui travaillaient dans le son, etc. On avait parlé, et puis je m'étais dit, mais en fait, à travers le montage son, il y a un rapport dans l'équilibre il y a un rapport dans la composition d'une bande sonore avec des sons qui peut se rapprocher peut-être d'un travail de composition musicale. Et c'est ça qui m'a amené à faire des études à l'INSAS. Là, j'y ai fait un petit peu des rencontres et puis plusieurs exercices où assez vite je me suis vraiment orienté vers le montage son. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai eu le premier long métrage et l'année passée, Ce qui veille de Karima. Alors, pour commencer, je peux vous demander de tenir le micro vraiment près du menton comme ça. Donc, les études de son à l'INSAS, c'est de la prise de son. Enfin, vous pouvez nous parler peut-être un petit peu de ce parcours, parce que si je ne m'abuse, le montage son n'est pas forcément la majorité des choses qu'on apprend dans cette formation. Et qu'est-ce qui vous a fait aller vers ça? Donc, le montage son, c'est de la post-production. On n'est pas sur le plateau. Vous pouvez nous parler un petit peu de pourquoi c'est ça qui vous a attiré dans ce domaine-là? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une réalité encore aujourd'hui dans le cursus pédagogique de l'INSAS, c'est que le montage son, après je ne sais pas où on en est aujourd'hui, parce que je suis sorti il y a quelques années, mais le montage son est encore une faculté qui est un peu inexistante. Les montages son sont encore confiés aux étudiants de montage image, et la raison, ça je pense que les gens qui ont étudié en cinéma ont appris ça dans les cours d'histoire du cinéma, mais c'est qu'au départ, le montage son se faisait en fait par le monteur image avec la même machine que le montage pellicule. Et le métier a évolué beaucoup entre-temps. Mais l'INSAS est un petit peu resté bloqué pour l'instant encore dans le passé. Et donc les exercices de montage son, c'est des semaines très courtes qui sont confiées au monteur image. Et donc en effet, en son, on apprend un peu tout ce qu'il y a autour. C'est beaucoup la prise de son en plateau.
Après, il y a cette présence de créateur son, on va dire, où quand même il y a déjà cette approche où on demande aux étudiants en son d'imaginer ce que peut être la bande sonore et d'avoir une vraie présence en montage son, mais jamais, en effet, dans le cadre des études, on va dire on touche à l'outil en tant que monteur son, pédagogiquement. Alors voilà, je pense que... Enfin, pas je pense, mais finalement, ce qui se passe concrètement, c'est que beaucoup des étudiants de son prennent de manière indirecte, finalement, un peu le montage son, parce que mais c'est un peu une chose à laquelle on se forme encore un petit peu par nous-mêmes dans le cadre de ces études. Et puis, voilà, enfin, je pense vivement, après, il est question maintenant d'enfin ouvrir un master de montage son, et vivement que ça arrive, je pense, parce que c'est... Dans le métier, ça fait longtemps que les choses ont changé et que c'est surtout des gens de son qui s'occupent bien sûr du montage son. C'est un métier relativement récent, en tout cas dans l'histoire du cinéma. Comment est-ce que vous le décririez? Donc on est dans la post-production. Est-ce qu'on est dans une forme de réécriture, comme peut l'être déjà le montage image? Comment est-ce que vous décririez ce moment particulier du montage son dans un film? Alors, techniquement, on dit un peu communément que le montage son va amener tout. En fait, le monteur son va partir d'une page blanche et va créer toute l'ambiance du film, le background sonore, etc. Si on prend l'exemple du film de Karima, tout ce qui sont les ambiances de nature, par exemple, sont amenées par le montage son. Parce qu'à la prise de son, on va se concentrer beaucoup sur les voix. Et donc communément, c'est ce qu'on dit, le montage son va amener tous les éléments du décor sonore, va composer tout l'environnement sonore qui va un peu entourer le cadre et recréer un peu la réalité qu'on a pu perdre dans la prise de son qui est très concentrée sur les voix. Maintenant, en ce qui concerne le film de Karima, ça c'est ce qu'on dit du montage son et du monteur son. Maintenant, la post-production, elle englobe d'autres rôles, c'est ce que je t'expliquais juste avant. Et il y a, dans le cadre du film de Karima, en fait, le montage son a englobé aussi ce qu'on appelle le montage direct, qui est donc le travail de la matière qui est synchrone au film, la matière qui a été enregistrée en même temps que les plans. Et donc, voilà, pour le film de Karima, le montage son, c'est finalement un petit peu tout ce qui touche le son du film. Et en documentaire, c'est souvent le cas, en fait. Tout ce qui touche au film, c'est la même personne qui va faire à la fois le travail du direct, qui va travailler la présence des personnages, qui va travailler en effet, il y a une question d'écriture. On va travailler tous les plans dans le trou de Mohamed qui creuse, etc. Tout ce qu'on entend de lui, c'est des choses qu'on a amenées en montage son qui ne sont pas du tout là à la prise. Et puis il y a tous les environnements sonores, puis il y a toute la musique, etc. Ça, voilà, je me suis un petit peu perdu là dans la réponse. Non, pas du tout. Mais est-ce que vous pouvez nous parler justement de la matière que vous travaillez? Donc il y a les sons directs qui ont été pris sur le plateau, mais comme vous venez de l'expliquer, vous devez tout recréer. Donc est-ce que vous pouvez nous parler vraiment de cette matière? Où est-ce que vous la trouvez en dehors de ce qui vient du plateau? Voilà. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition? On travaille beaucoup avec des banques de sons qui sont composées à la fois de sons qu'on a enregistrés nous. Je pense qu'en montage son, en fait, on est rarement... Il y a des monteurs son qui font du plateau aussi. Moi, c'est pas le cas. Je fais jamais de tournage. Je n'aime pas beaucoup ça. Mais je pense que, enfin, malgré tout, tous les monteurs son ont on va dire un set prêt pour aller enregistrer des sons. Et donc, on va enregistrer des sons... soit en dehors des films, soit pendant les films. Pour le film de Karima, j'ai aussi, c'est vrai que ça je t'en ai pas parlé, mais j'ai aussi été enregistrer des sons à un moment parce que je trouvais qu'il manquait de la matière. Et donc on travaille avec, je dirais, la mallette à outils en termes de son. Ça va être un mélange entre des sons qu'on a enregistrés nous, des sons de banques de sons. Il y a des gens dont c'est le métier d'aller vraiment faire des banques de sons. Et donc ça, on en parle beaucoup dans le milieu.
enfin voilà, on se donne un peu des tips des banques de sons qui existent, qui valent la peine d'être achetés, etc. On se partage des sons entre nous aussi. Et puis il y a très important, et je trouve très important pour le documentaire, les sons qui proviennent du tournage, mais qui ne sont pas les sons de la prise, mais tous les sons que a pu enregistrer le preneur son dans le cadre du tournage. Et donc, notamment, ça a été une des matières importantes pour le film de Karima. Ça a été les journées où le preneur son a été, à un moment, s'est éloigné du tournage et a été enregistré des sons de nature, d'oiseaux, d'ambiance, un petit peu de voix, etc. Et donc ça, on a aussi beaucoup utilisé. Et je pense que pour le documentaire, c'est très important de composer avec cette matière-là aussi, parce qu'elle a un caractère, elle est assez unique, elle est propre au lieu. Et donc voilà, ça c'est en termes de mallette à outils des sons. Donc il y a les sons directs, l'espèce de carte d'identité sonore du lieu, dans ce cas-là, que les preneurs de son ont pris, vos sons à vous. Et puis je pense qu'il y a encore des bruitages aussi, c'est encore autre chose. Oui, et puis après, on pourra parler de la musique, parce que vous êtes concerné par la musique. Mais oui, alors... ah oui, donc je parlais des sons qui ont été enregistrés à côté, mais aussi les sons qui sont enregistrés pendant sont assez importants. Je vais vite... parce que moi j'ai l'habitude avant de commencer d'écouter presque tous les rushs, c'est extrêmement long, et de prendre un peu des notes de manière rapide pour notamment justement parfois on arrive face à des séquences, le son pour une raison ou une autre pose problème et on va à ce moment-là, le fait d'avoir pu écouter tous les rushs, se dire mais en fait à tel endroit on a telle chose qui pourrait remplacer ce qu'il y a dans le film à tel endroit. Et puis, en effet, s'il manque encore de la matière pour ce qui est de tout ce qui serait plus propre à l'humain, à tous les mouvements, les manipulations, on va faire appel à du bruitage aussi. Et donc ça, on ne penserait pas pour le documentaire, mais ça peut être une dimension qu'on donne, de faire appel à un bruiteur pour aller souligner des mouvements, des choses qu'on voudrait avoir plus proches. Ici, par exemple, on a fait, il y a des séquences pour ce qui est un peu les manipulations au niveau des tombes. À un moment, il y a une dame qui pose des coquillages et qui joue avec des coquillages. Par exemple, c'est un travail qui a été fait en bruitage. Et donc il y a toute cette dimension en plus qui peut être amenée par le bruitage en documentaire aussi. Donc là, on a parlé de la matière, des outils, mais tout à l'heure, on parlait d'écriture. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus ? Vous travaillez en collaboration étroite avec la réalisatrice, en l'occurrence ici. Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous discutez d'abord du film ? Est-ce qu'elle vous donne des intentions ? Et qu'est-ce que vous apportez après ? J'imagine que c'est parfois... décider de la tonalité d'une scène juste avec le son. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment, après, une fois que tous les ingrédients sont réunis, on écrit à partir de ça ? En fait, les premières rencontres avec le réalisateur, dans ce cas-ci, avec Karima, ce sont des rencontres qui parlent de manière assez générale en fait, elle m'a donné un ours du film à ce moment-là. Ils étaient encore en montage image, le film n'était pas fini. Et elle me demande simplement de faire un visionnage. Et puis elle m'a demandé de faire des retours, mais de manière vraiment plus générale et pas propre au son. Et donc on ne parle pas vraiment encore d'intention sonore. Il y a ce premier contact, je pense, qui est vraiment à sa manière à elle, mais c'est pas le seul cas de figure où j'ai eu ça. Où c'est la manière du réalisateur de faire une sorte de casting, de voir si la collaboration est possible, etc. C'est simplement de demander un retour en tant qu'humain de ce qu'on perçoit dans le film, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on ressent comme étant la narration, les enjeux, le sujet du film. Et donc c'est d'abord cette première réunion-là. Et puis... souvent, j'ai l'impression, il n'y a pas vraiment de réalisateur qui... Moi, j'ai pas encore travaillé avec un réalisateur qui vient imposer des intentions. Souvent, bien sûr,
on pose des intentions, mais c'est une forme d'accord mutuel sur les intentions. C'est-à-dire que souvent, je propose mes intentions avant qu'il parle des siennes ou qu'il m'en impose. Et puis on discute ensemble de la vision du film, etc. Et ensemble, on pose une direction pour le film, etc. Mais donc, il n'y a pas ce rapport directement très autoritaire du réalisateur. Ça c'est en premier lieu, et puis tu peux me rappeler juste Et je parle aussi de la tonalité de certaines scènes, par exemple, qu'on peut complètement réécrire avec le son, en fait. Et alors ça c'est une question qui est assez intéressante, c'est de cibler aussi, même quand ça se fait pendant les réunions, mais c'est un peu déjà discuter de comment on va aborder le travail, etc. Et ce que je fais assez souvent, et ce que je fais ici, c'est en effet, cibler un moment qui peut être phare dans le film, mais ici, ça s'est fait un peu chronologiquement, c'est le début, et de faire une forme de première proposition un peu rapide sur le début, assez grossière, parce qu'on n'est pas encore entré dans le montage son, mais de dire, voilà, en fait, pour telle séquence, dans le film de Karima, il y avait vraiment la question du silence qui était assez fondamentale. Et de créer en fait un espace de recueillement, parce que c'est un espace de recueillement, et donc de cibler une séquence qui peut être assez significative par rapport au reste du film, et de déjà poser les intentions sur cette séquence-là, et puis d'en discuter. Et puis en effet, on parle les grands axes, sinon de manière générale, on passe en revue un peu le film, on dit voilà quels sont les enjeux. Ici, il y avait plusieurs enjeux. Il y a à la fois, c'est un film personnage, donc un film lieu personnage, où je pense que le cimetière est un personnage à part entière, et donc il fallait lui donner une forme d'identité à travers tous les gens qui l'habitent, les voix qu'on peut entendre en hors-champ. En fait, on traverse presque une année complète dans le film, avec les 4 saisons, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. C'était quelque chose aussi assez vite de dire, mais il faut vraiment jouer sur cette composante-là, et qu'on sente la métamorphose du lieu dans ces saisons. Donc l'été avec les oiseaux, la chaleur du vent, etc. On a travaillé pas, c'est assez discret finalement dans le résultat final, mais on a travaillé beaucoup la chaleur dans ça s'est fait à plusieurs niveaux. Au bruitage, j'ai demandé de faire des choses vraiment un peu sèches au niveau des frottements, des pas, etc. Dans les rushs, à ce moment-là, j'ai trouvé aussi des frottements de terre, de gens qui travaillent la terre, mais il fallait vraiment des frottements secs. Des vents chauds, comme je dis, des vents du grave, etc. Puis on arrive en automne, c'est beaucoup sur les feuilles. En hiver, aussi des vents froids, les frottements un peu des pneus dans les arrière-plans, etc. Donc ça a été vraiment quelque chose d'assez fondamental dans l'approche de ce film-là. Et puis le respect, mais ça j'en parlais avec les rushs, le respect de la faune et de la flore du lieu. On entend assez fréquemment les mêmes oiseaux, et qui sont des choucas des tours. J'avais fait une petite recherche, et puis qui sont des oiseaux qu'on trouve surtout dans le nord de Bruxelles et assez peu dans le sud. Moi je vis à Uccle, j'en entends jamais à Uccle, et par exemple ça c'est vraiment comment les incorporer, mais c'est un élément tellement important qu'à un moment elle fait vraiment un plan ou juste de ces oiseaux. Et puis comme je disais, la question du silence, assez fondamentale, parce que c'est un film où on doit sentir le recueillement, on doit ressentir la proximité avec les morts, la présence des morts. Et puis en fait, on tourne dans un lieu qui se trouve sur la ligne de Zaventem, avec des avions basse altitude, et un lieu extrêmement bruyant, et pas dans le bon sens du terme, et donc de vraiment réfléchir à comment on recrée cette intimité. Que peut-être le son direct empêche de sentir. Et ça, c'est aussi une discussion qu'il a fallu avoir très vite, parce que ça a posé des choix qui sont assez importants, notamment de faire intervenir de la post-synchro. Ça, ce qui est un cas assez rare
dans le docu aussi, je pense. La post-synchro, juste, c'est quand on refait les voix. Et effectivement, du coup, c'est plutôt quelque chose qu'on fait en fiction. On rappelle les comédiens, comédiennes. Oui, et alors là, on n'a pas fait du lip-sync, mais il y a des endroits où vraiment on a fait appel à des gens, on a fait rejouer des choses parce qu'on perdait totalement l'information de la narration en fait, du plan à cause d'avions qui passaient, etc. Et donc, il y a eu une grande discussion de dire à quel moment on essaye juste de recréer totalement le son à zéro. Et puis il y a plusieurs plans dans le film où en fait il n'y a plus rien du son direct, on a absolument tout recréé pour amener le silence qu'il fallait, la proximité qu'il fallait, la narration en fait nécessaire au film. Il y a tout c'est évidemment le lieu du recueillement, etc. Et alors, moi, en tout cas, en regardant le film, j'ai ri souvent, finalement. Il y a plein de moments assez drôles. Et vous me parliez d'une scène en particulier, j'imagine que vous vous souvenez de cette scène où il y a Mohamed qui est dans la tombe et qui creuse. Et vous me disiez que ça, en fait, vous aviez un tout petit peu triché, ou en tout cas réécrit au son la scène. Vous pouvez nous expliquer ça rapidement? Comment est-ce qu'on va souligner l'humour dans ce moment-là? Oui, mais ça, c'est une question qu'on s'est posée avec... avec Karima assez vite, mais elle, c'est une question que je lui ai posée assez rapidement, c'était de dire, mais en fait dans cette tombe, est-ce qu'on veut que ça soit presque surnaturel et qu'en fait cette terre elle sort de nulle part, ou est-ce qu'en fait on veut vraiment incarner quelque chose, qu'il y ait qu'on sente la personne? Et puis elle m'a dit directement, moi je veux qu'on soit avec lui, qu'on sente ses respirations, qu'on a l'impression presque d'être dans le trou avec lui. Et donc ça, c'est des choses qu'on a été en effet, prendre beaucoup dans les plans qu'ils ont tournés et à la fin, qu'on voit à la fin dans le film. J'ai été prendre beaucoup de matière là-dedans pour recréer cette proximité avec ce personnage, etc. Et d'être assez proche de lui, parce que le comique se joue, je pense, se joue très fort dans son personnage à lui, simplement dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, etc. Et puis aussi, je te parlais de bruitage à la Tati. Je pense une manière d'essayer de trouver dans les sons des choses un peu exagérées, presque plus exagérées que ce qu'on entendrait en vrai, parce que en effet, en vrai, je pense à cette distance, ce point de vue caméra, etc., on n'entend pas. Et donc on va aller exagérer l'action avec des sons directs proches, avec, pas dans cette scène-là, mais dans d'autres cas, du bruitage, aller chercher une sorte d'identité sonore des objets, des pelles, etc. Ça, c'est un gros travail. Alors, on va parler un petit peu de la musique que vous avez composée aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui auront peut-être des questions sur le montage son avant que je change un peu de sujet, ou peut-être déjà sur la musique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie d'intervenir ou de s'exprimer. Tout au fond, là-bas. On arrive avec le micro. C'est important que vous parliez dans le micro parce qu'on enregistre pour la postérité, cette discussion. Et surtout pour les gens qui seraient intéressés de la voir et qui ne sont pas là ce soir. J'ai une question double. Bonsoir. Une question double concernant les banques de sons. Comment est-ce qu'on définit un son pour une recherche? Première question. Donc, qu'est-ce qu'on doit donner? C'est une tonalité, c'est une ambiance, c'est un galop de cheval, enfin, je ne sais pas. Et aussi, quel peut être l'apport de l'intelligence artificielle dans la reconstitution de sons à partir de petits éléments pour faire une bande sonore plus complète? Alors pour ce qui est de la recherche de son, c'est des mots-clés. Et ça, c'est un truc qu'on apprend avec le temps, de connaître les mots-clés. Il y a une forme de consensus dans la manière de nommer des sons et des banques de sons. Et pour ce qui est, par exemple, il y a une tendance à mettre en premier dans le nom du fichier la catégorie à laquelle il appartient, par exemple ambiance ou bruitage, donc tout en anglais. Bruitage, c'est folie. Et donc on peut avoir tendance, il y a cette classification où il y a la catégorie du son en premier, puis il y a le détail du son, souvent si ça va être un son d'animal, le nom de l'animal. Et puis petit à petit on rajoute il y a des détails dans les sons,
qui viennent à la fin. Les noms des fichiers son sont assez longs quand c'est assez bien classifié. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche avec des mots-clés. Il y a deux grandes sources on va dire, dans les choses qui sont du partage. Disons, il y a des éditeurs de banques de sons qui sont des sortes d'éditeurs privés qui vont vendre des banques de sons. Par exemple, des gens qui voyagent beaucoup et qui vont faire une banque de sons que des oiseaux, et donc ça, on se dit on peut acheter les oiseaux. Des gens ou des banques de sons que de vent, etc. Ils font une classification de tous les sons qu'ils ont enregistrés, et puis ils font une sorte de playlist en fait. Et donc ça, c'est une chose. Et puis il y a des sortes de logiciels ou d'applications qui fonctionnent un peu comme Spotify, où c'est tous des gens partagent des sons, on peut partager des sons soi-même. Et donc là, c'est beaucoup la recherche des mots-clés, parce que c'est des banques de sons qui sont énormes, et de savoir rentrer les bons mots-clés pour trouver les sons qu'il faut. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, je pense que c'est une chose qui en effet arrive de plus en plus dans le métier. Moi, j'avoue que je suis un petit peu vieux jeu encore à ce niveau-là, c'est que j'utilise assez peu, en tout cas, d'intelligence artificielle pour ce qui est des sons qu'on utilise. Après, on utilise énormément d'intelligence artificielle pour ce qui est du nettoyage aujourd'hui. Et c'est devenu un outil qui est totalement incontournable pour le montage direct, enfin, ou qui devient de plus en plus incontournable pour le montage direct, parce qu'on a des logiciels qui vont vraiment être capables d'identifier, par exemple, ce qu'est une voix et ce que n'est pas une voix, et donc de pouvoir vraiment rentrer un son qui, par exemple, est de assez mauvaise qualité. Dans le film sur lequel je travaille en ce moment, ils ont gardé, c'est un peu le cas en documentaire fréquemment, que finalement ils gardent des plans de repérage presque avant les dossiers, etc. Et qu'ils incorporent des plans de repérage, ou des plans qui sont tournés avant dans le film final. Et puis parfois c'est des plans qui ont juste des sons caméra. Et donc dans le film sur lequel j'ai travaillé, sur lequel je travaille en ce moment, on a les personnes qui vont être filmées qui se présentent. Ça, c'est des rushs de repérage, de rencontres, de casting même en fait. Et on a un son de caméra qui est à 5 mètres de ça. Et donc là, en effet, on fait appel à l'intelligence artificielle pour... Il y a plusieurs plugins, je vais peut-être pas les nommer, mais où on peut dire vraiment, en fait, enlève tout ce qui n'est pas de la voix et garde ce qui est de la voix. Alors ça crée une voix qui est très artefactée, et que je pense que beaucoup de gens vont reconnaître aujourd'hui, parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses qui sont faites avec des voix générées, et le résultat est assez proche de ça. Mais alors on trouve des solutions où on mélange un peu plusieurs traitements d'intelligence artificielle ou quoi, et en faisant ces mélanges-là, en mélangeant avec le son de la caméra, on arrive à quelque chose qui est plus ou moins naturel. Mais moi, je réserve vraiment ce qui est intelligence artificielle au nettoyage du son. Pour tout ce qui est la création de la bande sonore, etc., ça reste quelque chose qui, en tout cas, est enregistré en vrai, on va dire, par des humains, composé en vrai. Donc c'est plus pour enlever du son que pour en créer, quoi, finalement. Oui. Les avions de Maintenant, Zaventem, par exemple. Je pense que, voilà, par exemple, pour le bruitage, etc., on va avoir de plus en plus, en effet, des logiciels qui scannent l'image et qui créent du bruitage en direct. Après, je trouve que c'est un peu dangereux et dommage, parce que il y a une tendance au formatage, c'est-à-dire que de plus en plus les choses vont sonner pareil. C'est déjà le cas avec le nettoyage, cette tendance à surnettoyer tout, et tous les directs sonnent pareil, on a les voix qui sonnent pareil, et puis si on n'amène que des sons de Sonothèque, en fait c'est beaucoup de choses. Il y a une forme de formatage de la manière dont les séries sonnent aujourd'hui, par exemple, et de supprimer des postes assez clés comme le bruitage, on supprime énormément de possibilités de création, en fait, aussi. Merci beaucoup pour votre question. On va peut-être passer à la musique. Donc, vous êtes monteur son, mais vous êtes aussi compositeur. Vous avez une formation de pianiste, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire la musique sur ce film? Et puis, expliquez-nous aussi un petit peu à quel moment est-ce que ça s'est intervenu dans ce film-là, en tout cas.
Pour le film de Karima, c'est assez particulier parce que la question de la musique s'est posée assez tard. C'est un film qui, avant tout, n'était pas musical, mais qui voulait faire appel à des moments de musique. Mais même cette intention-là est arrivée assez tard dans le processus. Et au moment où j'ai rencontré Karima en tant que plus posture de monteur son, on a parlé brièvement de la musique, mais c'était pas encore un sujet si... elle avait quelques musiques qu'elle avait mises un petit peu parce qu'elle savait qu'elle voulait ces moments d'aération. On en a parlé brièvement. Moi, je lui disais, c'est pas très, ça n'apporte pas grand-chose la musique qui a été choisie. Mais c'est venu un peu plus tard dans le processus que la question se pose que je fasse la musique du film. À quel moment exactement, je ne me souviens plus vraiment, je dois reconnaître. Mais en tout cas, je me souviens d'un moment où elle est venue chez moi pour parler de montage son à ce moment-là. Et puis, en voyant un petit peu tout le matériel que j'avais dans ma chambre, elle m'a dit « Mais en fait, tu ne veux pas essayer de faire quelque chose maintenant, puisque tu as l'air d'avoir une idée de ce que devrait être la musique. » Et c'était sur la séquence de la nuit. Et donc, en fait, j'ai joué quelque chose au piano. Elle m'a dit à ce moment-là bah, j'espère que tu as enregistré parce que c'est super. J'avais pas enregistré du tout. Et elle m'a dit bah, refais et on enregistre maintenant. J'ai enregistré. Elle m'a demandé si je pouvais faire 2-3 autres moments. Elle m'a donné les séquences. J'ai fait quelques maquettes comme ça en quelques jours que j'ai donné, qu'ils ont pris en montage. Elles ont pris en montage. Et puis que elles ont placé. Et en fait, beaucoup des choses qui sont restées de la musique sont ces maquettes-là. Et c'est donc ça a été en fait beaucoup de musique que j'ai pas forcément, à part donc il y a la musique de la nuit, etc., qui ont été faites en regardant l'image, mais il y a beaucoup de choses qui ont été composées, qui ont été placées par après sur des séquences et où elles ont re-rythmé, on va dire, le montage par rapport aux séquences avec la musique, en rythmant un petit peu par rapport à la musique, même si c'est plus une musique atmosphérique que vraiment rythmique qui amène un rythme dans le montage, mais donc le travail musical s'est fait beaucoup avant la fin du montage, et puis on a ajouté quelques pistes pendant le montage son encore de musique. De façon, en tout cas, je trouve un peu contre-intuitive, la musique finalement, elle est placée avant le montage son, quoi. Elle est placée au moment du montage image. Oui. Et vous, après, à partir de ces moments où il y a de la musique, vous allez intervenir pour réfléchir à comment elle s'intègre peut-être au son du film lui-même, ou comment est-ce que vous travaillez la musique une fois qu'elle est placée en amont de votre arrivée sur la post-production? Pour ce film ici, c'est quand même... c'est quand même assez posé que la musique vient toujours comme un décor, qu'elle doit presque participer à une forme de silence. Pour moi, la nuit, c'est vraiment à l'économie des notes. Et de manière générale, toutes les compositions au piano, il y a une manière de considérer que peut-être au moins on a 2 notes, au plus chaque note peut être un petit événement. Mais la musique vient toujours quand même se placer comme une sorte d'écho dans ce lieu, plus une sorte de vraie musique extra-diégétique qui vient prendre le devant de l'image. Et donc, et je pense qu'instinctivement, elle est composée comme ça, et que le son reste d'une certaine manière l'avant-plan, qu'on travaille quand même sur le détail du son, etc. Et que la musique vient vraiment juste comme un écho qui résonne et qui, je pense, j'essaye en tout cas de faire résonner un petit peu une forme de sensibilité qu'on trouve dans les personnages, la sensibilité de Karima aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions? Je m'aperçois qu'on a été extrêmement bavard, en fait. Ça fait longtemps qu'on parle. Est-ce que... non, s'il n'y a pas de dernière question dans la salle, moi, je vais quand même peut-être vous demander quel était pour vous le plus grand défi avec ce film. Donc, on l'a dit, c'est un film portrait, un film lieu aussi. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui passent. Donc, voilà, c'est un film lieu, mais très habité. C'était quoi le plus grand défi pour vous, à la fois en termes de montage son, déjà, et puis aussi peut-être quand même sur cette composition musicale qui vient être un des éléments du tout? Je sais pas exactement. Je crois que j'avais parlé des saisons, mais c'est un tout. Je pense que c'est un tout. J'ai du mal à cibler un élément qui a pu être comme un enjeu principal et compliqué. Et un film, c'est un défi en soi, évidemment. Oui, tout le film, est-ce qu'il y a un endroit où vous êtes vraiment arraché les cheveux, où vous vous êtes dit, ah là, vous avez dû chercher peut-être plus longtemps, ou qui était plus compliqué? Il y avait le traitement de tous les avions, etc., qui a été une vraie problématique, une vraie question. Et je pense vraiment la gestion d'en effet calmer l'atmosphère du lieu. Et je pense que c'était tellement un problème que en fait, ça a été pensé dès le montage image. Le montage, je pense, j'ai le sentiment en voyant les différentes visions de montage image qu'il y a une prise en compte de l'atmosphère du lieu et une manière par le montage de déjà réduire peut-être en effet de renoncer à certains plans qui pourtant qu'elle tenait. En tout cas, on n'en a jamais vraiment parlé, mais j'ai l'impression que c'est le sentiment de gérer déjà au montage le fait de calmer les choses. Puis moi, ça a été vraiment un grand enjeu, je pense, la gestion du silence. Et je me souviens, mais notamment, en fait, il y avait tellement d'avions que Karima avait inclus un plan dans le film, à un moment, d'un avion qui survole le cimetière. Et elle disait, en fait, je suis obligé de le mettre tellement il y en a, il faut le faire exister un moment à l'image. Et puis on est arrivé en montage son, on a travaillé vraiment le direct. Et puis on est arrivé à une vision, je sais plus exactement à quel moment du montage son, mais où je me souviens qu'on regarde et puis je lui dis mais en fait tu vois on s'est tellement maintenant on a tellement fait de la place aux gens, on fait de la place à la nature, etc. qu'en fait est-ce que tu penses que ce plan d'avion il a encore un sens? Et puis elle disait, ah, tu penses qu'en fait on peut, et je dis je pense maintenant on peut totalement, on l'a fait disparaître du film. Je sais c'était une petite victoire, et je crois qu'elle était très contente de dire, il y a eu comme une petite incidence de mon travail, de dire mais en fait ce plan qui est juste descriptif, qui n'amène rien de nouveau, à part mon travail on peut le faire disparaître. Et puis après, sinon, oui, je pense que tout le film a été vraiment un enjeu. J'ai eu énormément, enfin, j'ai très peu de temps pour le faire, et donc c'est aussi compliqué de dégager tout parce que ça a été très très intense ces 5 semaines de montage son, un peu moins de 5 semaines, je pense, et une quantité de travail assez astronomique et maintenant, je vis tout de manière, enfin, je me souviens de tout de manière un peu confuse et c'était des journées de travail extrêmement longues et je pense que tout était un enjeu en même temps et de savoir si on va finir à temps, etc. Parce que 5 semaines, ça a l'air long, mais quoi, c'est plutôt 6-7 semaines d'habitude sur un film comme ça, d'une heure et demie. Je pense pour ce film-là, 6 semaines, ça n'aurait pas été de trop. Oui, ça n'aurait pas été un luxe. Mais après, du coup, j'ai travaillé un petit peu en amont, avant aussi. Puis, mais ça, c'est sans trop rentrer dans les détails. Mais il y a eu une sorte de première projection du film au Festival de Venise en catégorie, je pense, travail work in progress, quelque chose comme ça. Et où on avait déjà fait une sorte de première passe. Mais je sais.
Après, je pense que c'est parce que il y a une forme de perfectionnisme de mon côté et que peut-être que pour d'autres personnes, 5 semaines, c'était très suffisant. Mais je sais que, enfin, en tout cas, voilà, moi, ça m'avait énormément stressé la gestion du temps. Et je venais le week-end, c'est toutes les journées, toutes des journées très 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 longues. On a monté le film en plein hiver, donc sur la période des fêtes. D'ailleurs, ça, c'est mon deuxième film comme ça, la même chose que ce film-ci. Donc on arrive au studio, le matin, il n'y a pas encore de lumière du jour, on travaille dans des salles qui sont isolées, donc on n'a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière du jour, on sort du studio, c'est la nuit, il y a pas... donc pendant un mois, on ne voit pas la lumière du jour, c'est assez particulier. Voilà. Moi, je pense que c'est un tout, les enjeux du film, j'ai du mal à mettre quelque chose en avant. Merci beaucoup en tout cas, Lucas, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Donc, le film est sorti hier ici au Palace. Parlez-en autour de vous, vos amis, vos proches, si ça vous a plu. C'est important pour la carrière du film, pour qu'il puisse rencontrer un maximum de gens et de public. Merci beaucoup à vous, Lucas. Et alors, la prochaine masterclass, c'est déjà le 5 février, je pense, avec le film L'Enfant Bélier. Et on parlera avec la photographe de plateau du film, un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans les masterclass. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci.